Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour un tour d'horizon de l'actualité de ce mardi 6 août. Une médaille d'argent aux Jeux Olympiques pour l'équipe de France de basket 3-3. Dans le staff, il y a le directeur du centre de formation de l'AS Monaco Basket. Anthony Christophe reviendra avec nous sur cette folle finale qui est allée jusqu'au bout du suspense. L'organisation des Jeux Olympiques a demandé beaucoup de bonne volonté. 45 000 bénévoles sont mobilisés et assurent la réussite de cet événement international. Nos envoyés spéciaux sur les JO ont rencontré ceux qui s'occupent de la délégation de Monaco. Et puis nous entendrons la dernière engagée monégasque dans ces JO. Lisa Pou disputera jeudi le 10 km en eau libre, mais son entraînement dans la Seine a été annulé ce matin. Alerte rouge pour la planète bleue. Chaque année, il arrive un peu plus tôt et en 2024, le jour du dépassement de la Terre a été estimé correspondre au 1er août. Nous serons avec le chercheur et membre du GIEC, François Gémen, pour comprendre ce que revêt cette symbolique. De nouvelles naissances au jardin animalier Régnier 3. Nous irons découvrir la pouponnière des lieux avec les familles de plusieurs espèces qui se sont agrandies ces derniers jours. Enfin, nous vous emmènerons profiter d'une belle soirée d'été sous les étoiles à l'Open Air Cinéma. Les Jeux Olympiques de Paris tiennent toutes leurs promesses et sont suivis par des millions de téléspectateurs. Il faut dire qu'il y a du très beau spectacle et du suspense haletant dans de nombreuses épreuves, comme lundi soir avec la finale du basket 3-3. L'équipe de France a été battue d'un fil au tout dernier moment. Le directeur du centre de formation de l'AS Monaco Basket fait partie de l'équipe qui entoure les joueurs et il est avec nous ce soir. Bonsoir Anthony Christophe. Bonsoir. Quelle finale, quel suspense. Alors, je sais qu'il y a eu forcément un peu de déception, mais au lendemain, avec un peu plus de recul, le groupe savoure cette belle médaille d'argent. Oui, il y a tout le groupe qui savoure cette belle médaille. C'est vrai que bon, ce qui s'est passé hier, c'était quand même un scénario exceptionnel. Il y a eu beaucoup de déceptions suite à ce tir un peu, à ce très gros tir de Worthy de Jong qui nous fait gagner cette médaille d'argent. Mais après, en voyant tout le public, tout l'environnement autour de cette équipe de France 3-3, être content, avoir pu apporter du bonheur et voir les joueurs contents, et ben ça aide un peu à digérer un peu cette déception. Oui, parce qu'on dit que les émotions sont décuplées dans le basket 3-3. On en a eu l'illustration hier soir, hein. C'est exactement ça. Les émotions, elles sont multipliées par trois quand on est joueur, quand on est supporter, quand on est dans le staff. J'en ai fait l'expérience quand j'étais joueur, notamment en équipe de France. Et c'est vrai que oui, c'est quelque chose d'assez incroyable et il faut le vivre sur le terrain. Et quand j'étais sur le terrain, je m'en apercevais pas qu'il y avait autant d'émotions qui pouvaient être transmises quand on était voilà dans les tribunes. Et donc c'est même encore pire dans les tribunes parce qu'on n'a pas la main sur le ballon, on peut pas parler aux coéquipiers, on peut pas parler à nos joueurs. Mais bon, voilà. Mais c'est oui, les émotions, elles sont décuplées. Et puis c'est une toute jeune discipline olympique, hein, puisqu'elle est apparue pour la première fois à Tokyo. C'est d'autant plus remarquable aujourd'hui d'être vice-champion olympique. Oui, c'est une discipline très jeune. La première fois qu'elle est rentrée dans le cadre, c'était aux Jeux Olympiques de la jeunesse en 2012, je crois. Et après, derrière, elle a fait son petit bonhomme de chemin avec la professionnalisation au niveau international, au niveau national aussi en France. Et ils sont sur cette deuxième Olympiade. Mais vraiment, on a vu la puissance que ça pouvait emmener, ça pouvait engendrer avec un public, avec un vrai environnement, parce que la première Olympiade, c'était à Tokyo, c'était sous Covid, donc il n'y avait pas de spectateurs. Mais là, c'était vraiment, c'était bouillant. C'était bouillant. On était vraiment dans un volcan et le public était prêt à s'enflammer, voilà, à la moindre action. Cette médaille d'argent, elle va certainement contribuer à médiatiser un peu plus encore le 3-3. C'est votre ambition, hein, au quotidien. Oui, c'est notre ambition depuis le début avec Karim Souchu, le sélectionneur, on est là depuis le début en tant que joueur. Ensuite, on est passé dans le staff, mais la fédération a vraiment pour but de développer cette discipline, que ce soit vraiment dans le milieu urbain ou dans le milieu rural. Et voilà, on va essayer de surfer sur la vague de cette médaille d'argent. Et on a les meilleurs ambassadeurs du monde parce que ces quatre garçons-là, ils ont été, il y a eu un coup de foudre dès le premier jour pour eux, avec des matchs à l'arraché, un storytelling qui était parfait
voilà, pour essayer de s'approprier le public et d'aller choper la moindre petite étincelle pour les emmener avec nous là-dedans, quoi. Vous avez été joueur, vous êtes en quelque sorte aujourd'hui ambassadeur. Comment définir le plaisir ou la technicité supplémentaire ou différente qu'il y a avec ces effectifs réduits par rapport au basket traditionnel? Bah, la réponse est dans la question, c'est parce qu'il y a un effectif réduit, le temps est réduit, mais les enjeux sont décuplés. C'est-à-dire qu'on est tout le temps on est tout le temps dans des situations d'extrême urgence où il reste 12 secondes, le jeu ne s'arrête jamais. C'est la première équipe en 21. Il y a tout un contexte tout un contexte 3-3 qui fait que bah il y a les gens, les passants qui nous regardent, ils nous regardent, ils connaissent rien au basket, mais ouais, si on est bon, si on n'est pas bon, qui c'est qui gagne pas, et la multitude de matchs fait qu'il y a une multitude d'histoires à raconter, et ces histoires-là, bah, on en a raconté une belle lors de ces 10 derniers jours. Ouais, vraiment, hein. Vous êtes également, Anthony Christophe, directeur du centre de formation de l'AS Monaco Basket. Vous êtes le premier témoin de la belle réussite du basket à Monaco. La principauté est devenue au fil des ans une vraie terre de basket. On a vu un peu le développement de la Roca Team, qui est exceptionnel. Derrière, on essaye de suivre avec le centre de formation. Cette année, on a été bah, aussi vice-champion de France du championnat espoir. On termine pareil à la dernière marche sur la finale du Trophée du Futur. Donc voilà, c'était une année voilà personnelle voilà. Il y avait de la réussite, mais bon, on n'a pas eu on n'a pas touché le Graal, que ce soit avec les espoirs ou que ce soit avec l'équipe de France. Mais Mais on va travailler pour. ça viendra, forcément. Un dernier mot pour évoquer aussi le parcours de l'équipe de France de basket au JO. Alors, je précise que cet entretien a été enregistré avant le quart de finale face au Canada. Vous en avez pensé quoi du visage qu'a montré l'équipe de France de basket? Bah, c'est une équipe qui est un peu en rodage encore. Et ensuite, derrière, bah, le fait que les matchs s'enchaînent, on voit souvent des équipes grandir dans les compétitions. Et on espère tous, là, on va les voir tout à l'heure jouer. On espère tous qu'ils vont grandir au fur et à mesure de la compétition. On est tous derrière eux, comme eux, ils ont été derrière nous pendant cette compétition. Et donc voilà, et on leur enverra plein d'ondes positives en tout cas. Oui, c'est un bel esprit qui vous anime tous. Merci Anthony Christophe d'avoir répondu à nos questions au lendemain de cette finale épique pour l'équipe de France de basket 3-3. Merci beaucoup. Nous allons à présent mettre en lumière ceux qui contribuent largement au succès de ces JO, les bénévoles. 45 000 sont actuellement mobilisés, ils viennent de France, mais aussi des pays du monde entier, et sont affectés sur différentes missions. Émilie Rousseau et Hugo Comazin ont rencontré les volontaires dédiés à la délégation monégasque. Et quelles sont leurs missions? Comment vivent-ils ces Jeux? Élément de réponse dans ce reportage. Ils sont reconnaissables à leur tenue bleu-vert, floquée du logo Paris 2024. Ils vivent ces Jeux olympiques à leur manière. Les volontaires sont indispensables à la bonne tenue et au succès de ces JO. Ils sont nombreux à avoir postulé pour se rendre disponibles, à l'image de Loïc Pasta. Ce monégasque de 24 ans a une mission particulière. Il assiste le comité olympique monégasque depuis l'arrivée du chef de mission Mathias Raymond au village olympique. Nous, on est les petites mains, donc qui aident la délégation. Le but, c'est vraiment de fluidifier l'information entre Paris 2024 et la délégation, et donc aussi de faire des travails un peu de fluidifier tout ce genre de choses. Et dans cette mission, Loïc Pasta peut compter sur deux autres volontaires, Anne et Roy. Roy a un lien particulier avec la principauté. Ce Néerlandais dont l'épouse travaille à Monaco avait déjà été bénévole auprès de la délégation monégasque l'an dernier lors du Festival olympique de la jeunesse européenne en Slovénie. For me, it's all about making friends and family along the way. I've been doing this for 6-7 years already. We do one event, me and my wife, every year, and for us it's just meeting old friends and becoming part of the Olympic family. Anne, elle, n'a aucun lien avec Monaco, mais cette Bretonne a désormais la principauté dans son cœur. C'est vraiment génial. On a une équipe qui est vraiment sympathique, toute la team. On a donc Mathias qui nous a bien entourés, qui nous a bien drivé au départ, et ça se passe super bien. C'est vraiment très très agréable, c'est super. Loïc, Roy et Anne sont au cœur de l'ambiance des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ils la savourent même, car cette place, ils ne l'échangeraient pour rien au monde. Ils vivent ces Jeux autrement, avec la même passion.
Après un stage de préparation à Amiens, Lisa Pou est de retour au village olympique avant d'entrer en lice jeudi pour le marathon 10 km en eau libre. Son entraînement dans la Seine a été annulé ce matin par les organisateurs, la qualité de l'eau étant impropre à la baignade. La nageuse monégasque nous livre son état de forme et son sentiment à l'approche de cette échéance. Je suis assez sereine par rapport à la course. Moi, ce que je veux avant tout, c'est prendre du plaisir. Et je pense qu'on pourra en prendre. J'espère que les filles aussi j'espère que les filles, c'est leur but aussi de prendre du plaisir avant tout et pas d'être dans vraiment l'affrontement total. Donc c'est à prendre du plaisir avec les filles. Essayer de me familiariser aussi avec le plan d'eau. Donc j'espère qu'on aura l'occasion d'y aller avant la course, mais si c'est pas le cas, c'est pas grave. Je verrai pendant la course du coup et je m'adapterai au moment voulu. Est-ce que tu appréhendes de nager dans la Seine ? Je n'appréhende pas du tout. Moi j'ai hâte d'y être parce que ça fait longtemps que ça dure. Donc j'ai hâte que ça arrive. Tu sens que le stage de préparation à Amiens a été bénéfique ? Oui, et j'ai pu un peu gagner en énergie de nouveau. Et là on repart sur de belles bases. Lisa Pou était interviewée par Émilie Rousseau et Hugo Comasa. Et à l'heure où certains font tomber des records et réalisent des exploits au JO, il y a un record dont on se serait bien passé, celui du jour du dépassement de la Terre. Il a coïncidé avec la journée du 1er août. Pour en parler avec nous, un spécialiste. Bonsoir François Gémen. Bonsoir. On a coutume d'évoquer avec vous et de bénéficier de votre expertise sur la problématique des changements climatiques notamment. Mais aujourd'hui, ce qui a été mis en lumière à la faveur de l'actualité et de la bascule sur le mois d'août, c'est ce que l'on appelle ce fameux jour du dépassement. Il est intervenu le 1er août. Ce dépassement, c'est une sorte d'immense signal d'alarme chaque année. Oui, disons que c'est un concept, on va pas se le cacher, qui est scientifiquement un peu fumeux, mais qui a été inventé par les ONG pour attirer l'attention sur ce qu'on appelle les dépassements des limites planétaires, sur le fait que nous consommons davantage de ressources que la planète n'a la capacité d'en générer et d'en régénérer au cours d'une année. Et ce qui est intéressant, c'est de voir en fait l'évolution de ce jour du dépassement autour du temps, puisqu'il tombe de plus en plus tôt d'année en année, ce qui veut dire que nous utilisons sans cesse davantage de ressources naturelles. Alors on était effectivement au 25 décembre en 1971. Cela veut dire que c'est un signal d'alarme 20. Le jour du dépassement intervient chaque année un peu plus tôt. Il est certain que ce jour intervient de plus en plus tôt, ce qui est dû à plusieurs facteurs. D'abord au fait que nous sommes de plus en plus nombreux sur Terre et que donc de ce fait nous consommons de plus en plus de ressources et surtout nos modes de vie sont de plus en plus prédateurs des ressources naturelles et que donc nous dépassons les limites planétaires, la capacité de la Terre à régénérer ses ressources naturelles. J'évoquais en préambule les changements climatiques que l'on évoque très fréquemment avec vous, mais finalement tout est lié car les évolutions de la météo ont un impact aussi sur notre consommation et notamment sur la productivité des sols et ainsi de suite. Bien sûr, on sait notamment que le changement climatique va perturber le cycle de l'eau, va rendre les sécheresses plus fréquentes et plus intenses. On sait que le changement climatique a aussi un impact très lourd sur la biodiversité et c'est vrai que l'intérêt de ce jour du dépassement, c'est d'essayer d'englober l'ensemble des enjeux environnementaux avec un indicateur synthétique plutôt que de traiter les sujets sujet par sujet comme on le fait parfois. Il y a de bons et de mauvais élèves selon les zones du monde où l'on se trouve, car c'est une moyenne globale, ce 1er août. Cela dépend en fonction de chacun des pays aussi. Alors, il y a des bons et des mauvais élèves. Il faut bien pas se le cacher, ça tient largement au niveau de développement économique des différents pays. Plus un pays va être riche, généralement, plus il va utiliser des ressources naturelles qu'il va de surcroît utiliser un peu gratuitement, puisque ça ne rentre pas du tout en compte dans l'équation économique. Et donc, autant, évidemment, il faut souhaiter que les pays les plus pauvres se développent, accèdent à des niveaux de richesse comparables à celui dont nous disposons dans les pays industrialisés, autant ça se fait généralement en augmentant l'empreinte écologique de chaque individu. Alors c'est peut-être un peu spécifique, mais quelle est l'attitude des agriculteurs, car ils sont en première ligne. Alors ils sont souvent victimes d'un système aussi, mais est-ce qu'ils sont enclins eux aussi à se préoccuper des nouveaux modes de fonctionnement et de production ?
il est certain que l'agriculture est vraiment un des secteurs en première ligne, à la fois parce que c'est un secteur qui est très consommateur de ressources, évidemment, notamment de ressources en eau. C'est aussi un secteur qui est en première ligne face aux impacts du changement climatique. Et on sait bien que les modes de production agricole, notamment ceux qu'on cultive, va devoir évoluer simplement parce que le changement climatique ne permettra plus à l'avenir de cultiver la même chose dans les mêmes endroits. Et surtout, je crois que dans le débat public, on a souvent tendance à opposer les questions d'écologie avec les questions d'agriculture. Et l'enjeu, à mon avis, est de les réunir et de faire des agriculteurs des véritables, je dirais, des pionniers de la transition. Ce sera ma conclusion, François Gemene, mais la lueur d'espoir, l'exemplarité, elle est peut-être venue du Covid, entre guillemets, parce que cette année-là, le jour du dépassement avait été repoussé au 16 août. Bien sûr. Alors, il est certain que l'année du Covid était évidemment très particulière. Il ne faudrait pas du tout non plus s'imaginer que la seule manière de réduire notre empreinte écologique, c'est de rester cloîtré chez soi et de ne plus se déplacer, etc., et de mettre l'économie à l'arrêt. Tout l'enjeu, c'est de voir comment nous allons parvenir à maintenir la prospérité de nos sociétés sans avancer sans cesse d'année en année ce jour du dépassement. Mais on a aussi des bonnes nouvelles. L'an dernier, pour prendre un exemple venu du climat, la France a réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 5,8%. Et là, c'était sans Covid, sans récession économique. Et donc, on voit bien qu'il est possible de garantir cette prospérité tout en réduisant notre empreinte, dans ce cas-ci, notre empreinte carbone. Merci François Gemene d'avoir répondu à notre invitation pour nous aider à mieux comprendre ce qu'est ce jour du dépassement, ses conséquences et la façon dont on pourrait endiguer cette consommation excessive de nos ressources naturelles. Avec plaisir, merci à vous. Nous allons maintenant rejoindre un petit havre de paix, un sanctuaire où la vie s'épanouit, où chaque naissance est un événement, le jardin animalier Régnier 3. Découvrez ces instants magiques et ces espèces rares dans ce reportage de Vanessa Dessy et Serge Prémont. Bien plus qu'un simple parc animalier, c'est une promesse de renaissance. Sous le regard bienveillant des soigneurs, chaque animal réapprend la douceur de vivre. Le parc, il fait 1 hectare. Il est situé juste sur la nouvelle aile du Palais. Sur 4 niveaux, on présente à peu près 50 espèces d'animaux pour à peu près 400 animaux. Oui, ils viennent de saisies de douane, des abandons, ils viennent aussi d'échanges entre parcs zoologiques et de naissances qui ont lieu sur place. Au cœur de ce sanctuaire, la nature offre un spectacle incessant de renouveau. Depuis avril dernier, le parc animalier célèbre une 60aine de naissances. Parmi elles, 4 chauves-souris, 2 élégants flamants roses et une rare couleuvre de jade. Un serpent dont moins de 8 parcs en Europe peuvent se vanter d'en posséder. Des pigeons de Nicobar côtoient une 40aine de canards, qu'ils soient domestiques ou sauvages. Pendant ce temps, les ibis rouges, fidèles à leur rituel, nichent patiemment, attendant l'éclosion imminente de leurs petits. Concrètement, dans la majorité des cas, on laisse faire des choses. Donc on laisse les parents s'occuper. Si jamais c'est leur première ponte ou leur premier petit, très souvent ils abandonnent ou l'élevage se passe mal, mais on est obligé de laisser faire, parce qu'en fait ça fait partie de l'apprentissage. Donc en fait, si on prélève à chaque fois les petits, ils ne sauront jamais comment élever des petits. Donc des fois, c'est assez difficile de laisser une couvée, par exemple, à des parents, sachant qu'elle va être plus ou moins perdue. Mais ça fait partie du processus d'apprentissage des parents. Donc ça, c'est important pour le jour où ces animaux seront éventuellement réintroduits dans la nature ou repartiront dans d'autres parcs. Il faut qu'ils sachent élever leurs petits naturellement. Le parc animalier participe à des programmes d'élevage européens afin de permettre de réintroduire certaines espèces dans la nature et d'obtenir une véritable mixité génétique. Pour éviter la chaleur qui nous étreint tout en se divertissant, vous avez 2 possibilités si vous choisissez d'aller au cinéma. Vous pouvez prendre l'option en journée dans une salle obscure sous la clim ou le soir sous les étoiles avec la brise de mer. Fabien Bonilla et Alexa Vial se sont invités à une séance nocturne. Le Monaco Open Air Cinéma est situé au pied du rocher sur la terrasse du parking des pêcheurs. Un écran géant de 200 mètres carrés y est installé, près de 500 places assises et une brise d'air frais. Voilà ce que propose ce cinéma. Les portes s'ouvrent à 20h30 et la clientèle est assez cosmopolite. C'est beaucoup les résidents de Monaco et beaucoup la clientèle internationale, donc les résidents qui habitent à Monaco peut-être 6 ou 7 mois de l'année, qui reviennent pour les beaux jours. On voit beaucoup donc les Américains, les Italiens, les Anglais, les Russes. Voilà, donc cette clientèle-là, beaucoup d'internationaux. Pour ce cinéma, on se concentre vraiment sur les blockbusters,
Donc en général, les grosses sorties sont quand même réservées pour l'été, sur le calendrier cinématographique. On peut faire des rétrospectives de films qui ont un peu mieux marché auparavant dans l'année. Et là, pour cette année, exceptionnellement, étant donné qu'il y a un calendrier de sortie un peu moins incroyable que l'année dernière, on a passé Le Comte de Monte Cristo, donc qui est une version française, un film français, sous-titré anglais. C'est la première fois qu'on essaye ça ici, et on a eu des retours assez positifs de la clientèle. Donc pourquoi pas le refaire. Mais normalement, c'est vraiment beaucoup de blockbusters américains, et tous les soirs en version originale, sous-titré français. Le Monaco Open Air Cinéma propose 3 tarifs différents pour 3 assises différentes. Vous avez les chaises blanches à 12 € avec une réduction étudiante à 10 €. Vous avez les chaises vertes à 18 € et vous avez les black sofas à 23 €. Toutes les chaises viennent bien évidemment avec des coussins et une petite table devant pour pouvoir consommer. Après être rentrés, les spectateurs au choix prennent une consommation ou s'installent directement dans ce cadre idyllique. C'est sympa, ça permet de sortir un petit peu des salles, surtout en été. On permet de passer un petit peu de temps en extérieur et de quand même pouvoir aller au cinéma et de voir des nouveaux films. C'est la première fois que je viens, donc je suis assez... c'est cool en fait, parce qu'on est vraiment dans la vieille ville, bon cinéma, puis là vous mettez Looney Tunes, alors on a l'impression de repartir un peu en enfance, donc c'est vraiment sympa. Après quelques cartoons pour faire passer le temps, il est 21h30, la nuit est tombée, place au film du soir, en l'occurrence un film de super-héros, Deadpool et Wolverine. Il y a le cinéma en plein air pour se divertir, mais notez également dans vos agendas le dernier concert de l'été dans la cour d'honneur du Palais Princier. Ce sera jeudi à 21h30 sous la direction de Petr Popelka et avec au piano Mao Fujita pour interpréter du Schumann et du Dvorak. Le lendemain, vendredi 9 août, la mairie vous proposera un spectacle de drones à 22h à admirer depuis le port Hercule. 800 drones s'élanceront pour offrir des tableaux sur le thème des Jeux Olympiques. Après les bouées, après les glaces et les cocktails, Chrisinda Tomel va à présent se tourner vers un autre incontournable de l'été. Quelle est cette star estivale? La réponse en images. Ce sont les rois de l'été. Alors que la canicule sévit sur la Côte d'Azur, les barbecues chauffent eux aussi, mais dans les jardins ou sur les terrasses. Électriques à gaz ou en version plancha, les modèles s'exposent dans les vitrines. Sur Monaco, à 80% des cas, c'est le barbecue électrique. Voilà. Donc on arrive sur des barbecues électriques, soit 1000 watts ou 2000 watts. Donc en fait, c'est des barbecues simples à installer. En 5 minutes, vous le montez. Voilà. Et après, on va arriver sur des barbecues en fait, de campagne, comme par exemple les barbecues charbon ou alors des barbecues au gaz. Maintenant, on rapproche vraiment de la même qualité, de la même cuisson. Parce que maintenant, les barbecues électriques, on arrive à... Donc ils ont fait une option, on ferme le capot, c'est comme un four tournant. Donc vous avez la même cuisson. Est-ce que vous faites les planchas également? On fait des planchas donc soit gaz, électrique. Après on fait même des planchas d'appoint, style petite cuisine. Et alors le plus gros succès du magasin? Barbecue électrique. Voilà, c'est le barbecue simple d'utilisation, convivial. Barbecue, plancha, brasero, camado, les modèles se déclinent à l'infini dans les magasins, de quoi satisfaire toutes vos envies cet été et qui vous assure une cuisson d'exception pour vous faire voyager aux 4 coins du monde. Et pour que la fête soit complète, il faut que le soleil soit de la partie. Quelles sont les prévisions météo pour la journée de mercredi, Alban Gingembre? Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. C'est une météo qui promet de la bonne humeur. Demain, la principauté baigne encore dans le soleil avec un ciel un peu plus nuageux pour apporter de la fraîcheur. Les températures oscilleront entre 25 degrés le matin et jusqu'à 28 degrés l'après-midi avec un ressenti atteignant plutôt les 33 degrés. Et cette bonne humeur, on la garde pour les Gaëtans dont on célébrera la fête en ce mercredi 7 août. Merci Alban et merci à vous de nous suivre tous les jours. Nous nous quittons avec ces images attendrissantes des nouveaux petits pensionnaires du jardin animalier Régnier 3. Ces photos sont signées Manuel Vitali. Je vous donne rendez-vous demain à 19h sur Monaco Info.